It Will Grow on You par Donald Wandrei. Il ne parvenait pas à trouver la boussole du campus dans le tiroir central. Peut-être ne l'avait-il finalement pas laissée à son cabinet. Ensuite il fouilla parmi le fouillis de revues médicales, de chèques annulés et de brochures sur de nouveaux équipements dans le tiroir supérieur droit. En dessous reposait son automatique, mais pas de boussole. Il se demanda brièvement s'il valait la peine d'emporter le 38 pour le voyage de chasse. Il abandonna ses recherches. Le temps perdu aurait suffi à acheter une douzaine de boussoles. La sonnette de la salle de réception retentit, et il prit de nouveau conscience de la fraîcheur climatisée de l'intérieur, contrastant avec le pouls fiévreux de la ville, au dehors. Une ville qu'il fuirait demain. Il avait terminé tous ses rendez-vous pour la journée. Il avait organisé ses consultations et son programme opératoire de manière à s'accorder une semaine d'absence. Il espérait que la sonnette n'annonçait rien de plus qu'un cas mineur ou un traitement d'urgence. La porte s'ouvrit et il jeta un coup d'œil au-delà de la table d'examen portative. À l'instant, l'infirmière en blanc insupportable fut encadrée entre de gigantesques flacons de médicaments et des rangées d'instruments chirurgicaux dans les armoires murales. Elle occultait tout le reste de la pièce extérieure, à l'exception de petits fragments, le bord en cuir crème et l'accoudoir chromé d'un fauteuil, le bleu œuf de rouge-gorge d'un mur, l'épaisse trame d'un large tapis vert avocat, le coin d'un tableau original de Harper, July Moon. Elle referma la porte et s'y appuya. Son visage était aussi crayeux que son uniforme. « Un étranger, dit-elle. Un homme en imperméable. » Un imperméable ? Il fixait la fenêtre où les ombres s'approfondissaient dans le canyon urbain, tandis que la grande statue de pierre à l'extérieur semblait luire à contre-jour, comme fondant sous un feu solaire. Un de ces manteaux à ceinture. Il y arrive jusqu'aux chaussures. Et qu'a-t-il donc ? Il ne dit rien, sauf que c'est urgent. Il demande qui l'a envoyé ici. Un médecin de bord ? Étrange, je ne connais aucun médecin de bord. Vous n'avez aucune idée de son problème ? Elle hésita, la lèvre inférieure se repliant entre ses dents. Son manteau battait quand il est entré. Quelque chose ne va vraiment pas. C'est la chose la plus étrange que... Très bien, faites-le entrer. Elle semblait sur le point de s'évanouir, comme si elle allait glisser le long de la porte et se dissoudre en quelque chose de liquide. Le médecin ajouta qu'il n'aurait pas besoin d'elle. Elle acquiesça d'un signe de tête hébété et sortit contournant l'homme qui entrait avec une sorte de démarche oblique. Son visage prenait une teinte verdâtre. Il fit un pas vers elle, mais elle secoua la tête mécaniquement, une expression de terreur et une lueur étrange dans les yeux. Des perles de sueur éclataient sur son front. Il l'observa attentivement tandis qu'elle refermait la porte. Peut-être serait-il prudent de surveiller son état au cours des prochaines semaines. Un instant, son attention fut distraite. Il entendit ou crut entendre un faible gazouillis étouffé, comme le cri d'un oiseau. Il regarda vers la fenêtre, mais il n'y avait rien, pas même un moineau sur la corniche extérieure. Il inclina la tête, tendant l'oreille, mais le son ne se reproduisit pas. Pourtant, il demeura vaguement nerveux, se demandant si quelque petit animal n'avait pas pu se retrouver coincé entre les murs du cabinet. Le bruit feutré de la porte extérieure lui apprit que l'infirmière était partie. Elle était restée plus tard que d'habitude. Il était satisfait de l'avoir congédiée. Le patient était un cas irrégulier et quel que fût le trouble, il serait diagnostiqué, traité ou orienté rapidement. L'homme portait un manteau à ceinture, un imperméable beige de toute saison, qui lui descendait jusqu'aux chaussures, ainsi que l'avait dit l'infirmière. Ses mains étaient enfoncées profondément dans ses poches. Son visage était bronzé, mais la peau semblait tendue sur les pommettes, autour des narines et des yeux. Sous le bronzage affleurait une pâleur curieuse, une grisaille poussiéreuse. Ses yeux luisaient comme s'il ne continuait à vivre que grâce à un feu intérieur vacillant, mais intense.
Sa voix, lorsqu'il parla, avait elle aussi quelque chose d'étrange, plate, morte, avec une raucité au bord de l'épuisement. Elle sortait avec la précision basse de quelqu'un qui utilise une langue inconnue ou récite un rôle de mémoire. Je vous suis très reconnaissant. J'ai entendu dire que les meilleurs spécialistes ne sont pas toujours faciles à voir. Il sembla hésiter un moment, puis ajouta. Vos honoraires, docteur, seront réglés immédiatement et intégralement. Asseyez-vous. Vous êtes plutôt chanceux. Mon agenda est généralement surchargé, mais je pars demain pour une partie de chasse. C'est excellent. Moi aussi, je pars demain matin. J'ai réservé une traversée sur un navire. Un voyage en mer est un excellent remède pour bien des maux. Quel est le problème? Vous pourriez opérer ici. Une petite opération. Ce n'est pas votre habitude, mais vous pourriez le faire, en cas d'urgence, dit l'étranger après avoir inspecté la table d'un regard sombre. Tout dépend des circonstances, je dirais. Un léger bourdonnement distraya le docteur, et il remarqua avec une irritation extrême qu'une grosse mouche avait pénétré dans le cabinet. Il supposa que l'insecte était entré soit avec le patient, ou soit lorsque l'infirmière sortait. Excusez-moi un instant, il faut que je contrôle la faune locale. C'était fort inhabituel. Il sortit un pulvérisateur du tiroir intérieur, mais lorsqu'il le regarda de nouveau, la mouche avait disparu. Il entendit alors ce même gazouillis étouffé, et les poils de ses avant-bras se hérissèrent. Qu'est-ce que c'était que ça? Quoi donc? Ce bruit à l'instant. Vous ne l'avez pas entendu? Non. Je n'ai rien entendu. J'aurais juré que... Oubliez ça. Sans doute une mouche. Il posa la pompe à insecticide, mais il était certain d'avoir entendu à 2 reprises un son indéfinissable. Bien. Revenons à notre affaire. Quel est votre problème? L'étranger commença à déboutonner son manteau. Je dois vous prévenir de vous préparer. Je suis toujours prêt. Je veux dire, vous devez être prêt à un choc, peut-être même à un très grand choc. Quand le docteur Kellman m'a conseillé de venir vous voir, il a dit que vous n'aviez pas d'égal. Le docteur Kellman? Qui est-ce? Le chirurgien à bord du SS Maracaibo. Je vois. Vous avez débarqué récemment. Cet après-midi même. Et je compte rembarquer demain. C'est impératif, mais sur un autre navire, bien sûr. Vous savez, si votre problème est réellement grave... Il s'interrompit soudainement, suffocant, comme s'il venait d'avaler sa propre langue. L'homme jeta son manteau de côté. En dessous, il portait un costume blanc. La veste était froissée et trempée de sueur. La jambe gauche du pantalon était coupée près de la hanche, juste sous la poche. La couture était ouverte jusqu'à la taille et maintenue grossièrement par 2 grosses épingles de sûreté. Entre l'aine et le genou, au milieu de la cuisse, se dressait un énorme bandage. Ce fut cet énorme bandage qui lui envoya un frisson aigu de malaise. La couverture tremblait et ondulait comme si quelque chose de vivant se trouvait à l'intérieur, quelque chose qui courait en rond à la recherche d'une issue. Le mouvement cessa presque aussitôt. Il eut la sensation troublante que ceux qui étaient à l'intérieur avaient senti qu'on l'observait. Il tendit la main pour dérouler la bande, mais l'homme s'installa dans un fauteuil de bureau, posa sa jambe nue sur le repose-pied et défit une énorme épingle de sûreté. « Permettez-moi. J'ai une certaine expérience de cela. Ce n'est pas entièrement sans danger. Mais ce docteur Kellman, ce bandage n'est pas de lui. Même un chirurgien de bord n'aurait pas fait un travail aussi grossier. C'est moi qui l'ai mis, et je l'enlèverai. Mais, à propos du docteur Kellman,
Il a essayé de m'aider, mais il s'est blessé aux mains. Les doigts épais de l'étranger travaillaient lentement avec tension, déroulant la bande. Il utilisait les deux mains alternativement en laissant toujours l'une libre, à demi crispée, impossible de savoir s'il se préparait à bondir ou à parer un coup. Kellman n'a pas rédigé de diagnostic. Il avait l'intention de le faire, mais il a disparu. Disparu? Oui. Étrangement, il a passé plus d'une heure à travailler sur moi hier soir. À un moment, le couteau a glissé et il s'est profondément entaillé la main. Il a dit qu'il réfléchirait au cas pendant la nuit et me laisserait un rapport ce matin. Mais il a disparu, je ne l'ai pas revu. Il serait parti pendant la nuit? Le navire a été fouillé de fond en comble. Il n'a laissé aucun message, aucun indice. Le capitaine signalera que Kellman est tombé à la mer, dans des circonstances inconnues. Et vous pensez qu'il y a un lien entre votre problème et la disparition de Kellman? Je ne sais pas. Supposons que je vous raconte les symptômes, si tant est que ce soit le mot. J'ai peur que ce que j'ai à vous dire ne vous aide guère. Depuis quelque temps, j'étais en mission, très confidentielle. Où aviez-vous été déployé? Je ne suis pas libre de le dire. Mon travail m'a mené dans de nombreux endroits. J'ai récemment passé plusieurs mois dans une région assez isolée. Il y avait un jeune indigène. Nous avions une sorte d'entente. Je pensais qu'un homme a les mêmes besoins partout. J'imagine. Il y a 2 semaines, je lui ai dit que je partais. Mais elle voulait venir avec moi. Bien sûr, c'était impossible. Elle s'est retrouvée enceinte. Elle est devenue vraiment déraisonnable. Elle s'est battue comme une sauvage. Elle avait un couteau, et avant que je puisse comprendre, elle nous avait tous les deux entaillés. Elle criait dans sa langue que son sang était désormais le mien, qu'elle faisait maintenant partie de moi, et qu'elle irait toujours, partout, avec moi. Elle est parvenue à se libérer et elle a fui dans la jungle. Quand je suis arrivé à la porte, elle avait déjà disparu. Ma pire blessure était à la partie supérieure de la cuisse. Après l'avoir bandée, j'ai enfourché mon cheval et me suis dirigé vers le village pour faire nettoyer et panser les plaies. Je n'étais pas allé loin quand mon cheval s'est cabré devant quelque chose que je n'ai jamais vu. J'ai reçu un coup d'une branche au-dessus de moi et senti que je tombais. La chose suivante, dont je me souviens, il faisait nuit et j'étais allongé sur le sol de ma maison. Il y avait des cendres de feu à mes pieds, une odeur âcre, amère, sucrée. Il y avait aussi des taches de sang frais. J'ai découvert que j'avais changé. Je ne pouvais consulter le médecin local. Si la rumeur se répandait, je serais devenu un paria, et mon utilité aurait pris fin. La même raison m'a empêché de poursuivre ma mission suivante, également parmi les peuples primitifs. J'ai pris le premier bateau vers le nord, espérant que le chirurgien de bord pourrait me traiter discrètement, à distance sûre. C'est une histoire étrange. Pardonnez-moi, mais je ne sais guère en quoi je dois croire. Peu importe. Ce qui est important, c'est l'opération, mais elle ne sera pas facile. Il déroula la dernière bande. Une taie d'oreiller était enroulée autour de la cuisse. Il en défit les coins et la jeta de côté d'un geste brusque et exercé, laissant ses 2 mains en coupe, les veines saillantes. Il y avait une large tache violacée sur la peau. Au centre étaient enracinées de minuscules chevilles et se prolongeaient en ébauches de pieds se fondant dans la chair. Elle ne devait pas mesurer plus de 30 centimètres. Une Vénus miniature et sinueuse, une figurine parfaite, exquise dans chaque détail minuscule, comme une poupée, mais dangereusement vivante. Par moments, son corps semblait brun, puis changeait pour prendre un éclat métallique, la couleur du bronze ancien veiné de vert de gris. Ses yeux étaient fermés, son visage avait le repos vacant d'un enfant. Elle ouvrit les yeux et regarda le médecin.
Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Derrière lui s'éleva un petit gazouillis insensé, une force plus puissante que sa volonté le fit se retourner. La petite horreur parlait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Elle roucoulait vers son hôte, avec une adoration sans esprit, se tendant sur ses pieds enracinés comme pour bondir dans ses bras. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'entends rien. Savez-vous quel dialecte c'est? Comme je vous l'ai dit, je n'entends rien. Les yeux de l'homme vacillèrent brièvement. Le médecin eut l'impression d'avoir regardé à travers un rideau brièvement levé sur de grands feux déchaînés dans un vide illimité. La sueur ruisselait sur ses joues. Allongez-vous sur la table et détendez-vous. Il se lava soigneusement les mains, enfila une blouse, mais renonça aux gants en caoutchouc. Ses paumes étaient déjà chaudes et moites. Nous allons retirer cette excroissance immédiatement. Ce devait être une opération assez simple et presque indolore. Il disposa scalpel, ciseaux, sutures, fil chirurgical, antiseptique. Il stérilisa l'aiguille d'une seringue hypodermique, testa le piston et remplit la chambre de novocaïne. Kelman a tout essayé. Il n'a pas pu se débarrasser d'elle. Je ne crois pas que quoi que ce soit le puisse. Des bêtises. Je vais vous arranger ça en un rien de temps. Il pensait que cet imbécile de chirurgien de bord ne saurait même pas traiter un anthrax, encore moins retirer une excroissance anormale. Il prit conscience d'un nouveau bourdonnement. La mouche bleue était revenue. Elle tournoya au-dessus des deux hommes sur la table et descendit en piqué près de la figurine déchirée. Elle n'alla pas plus loin. Un petit bras souple jaillit. La mouche piégée émit un bourdonnement strident. Il y eut un éclair de dents minuscules comme les pointes d'un peigne d'ivoire, un claquement horrible de bouche en boutons de rose. Il s'approcha de la table et désinfecta à l'alcool les deux zones d'injection. Il n'osa pas regarder directement la chose étrangère, mais sa proximité même lui faisait percevoir pour la première fois sa force maléfique. Une tentation exotique mêlée à une volonté unique et à une qualité qu'il n'arrivait pas à nommer. Cela risque de pincer un peu. Elle ne pénétra jamais la peau. La petite forme fouetta l'air comme claquée au bout d'un fouet. La seringue fut arrachée de sa main et se brisa sur le sol. Je commence à comprendre. Je crains qu'il ne soit pas possible d'utiliser un anesthésique. Non. Kelman a essayé l'éther. Ça m'a endormi, mais ça n'a eu aucun effet sur ça. La priorité, décida le médecin, était de rendre la créature inerte, de la réduire à un état d'impuissance. Son regard tomba sur la cloche de verre protégeant son microscope, haute d'environ 60 cm et large de 30. Il souleva la cloche et s'approcha péniblement. Le patient pourrait la maintenir fermement au-dessus de la poupée vivante pendant qu'il glisserait un tuyau dessus et ouvrirait le gaz. Il abaissa la cloche, elle se tenait droite à l'intérieur, frémissant à peine. « Vite, tenez ça. » Et il faillit réussir. L'homme glissa ses mains autour du récipient, et le médecin, relâchant sa prise, tendit la main vers le tuyau de gaz. À cet instant, la petite fille emprisonnée parut étrangement belle. Ses traits avaient la clarté délicate d'une camée. Ses cheveux semblaient plus fins et plus doux que des toiles d'araignée, d'un acajou lumineux. Ses yeux brûlaient et scintillaient. Les mains du patient n'avaient pas encore trouvé une prise ferme. Elle bondit avec la souplesse désossée du caoutchouc vivant, crocheta ses doigts sur le rebord et tira. La cloche se souleva, bascula, et le médecin se jeta pour la repousser. Le patient la laissa s'échapper. Elle tourna entre toutes les mains, puis se libéra et se fracassa en mille éclats sur le sol. Il y avait une nuance de moquerie dans l'attitude de ce petit être nu et apparemment sans défense. Le médecin ne s'attarda pas à nettoyer les débris. Il se retira à son bureau, ouvrit le tiroir supérieur et sortit son automatique. Il tenait l'arme en équilibre en parlant sans quitter la figurine des yeux. « Je suis plutôt bon tireur. »« Non. » « Posez ça. »
Je ne manquerai pas mon coup. C'est bien ce qui me fait peur. Voyez-vous, moi aussi, je suis un excellent tireur. J'ai sorti mon propre 45 de nombreuses fois ces 2 dernières semaines, mais je n'ai jamais pu appuyer sur la détente. Je n'ai aucun scrupule, j'assumerai toute la responsabilité, mais supposez que vous ne manquiez pas. Supposez que votre balle traverse son cœur. Que ferez-vous si elle ne meurt pas? Lentement, dans un mouvement presque hypnotique, le médecin remit son arme dans le tiroir. Une série de solutions désespérées traversa son esprit. La pulvériser d'air liquide pour la congeler et la briser comme un glaçon. L'ensevelir sous du plâtre pour l'emprisonner. La détruire par radiothérapie. Ses yeux se posèrent sur les instruments chirurgicaux alignés, les scalpels qu'il n'osait pas utiliser tant que la figurine restait capable d'opposition violente. Mais leur vue lui donna une nouvelle idée. Il s'approcha de la table et sangla fermement la jambe à la cheville, au genou et à la taille. Il capitonna la rotule de coton et la banda pour une protection maximale. Puis il enveloppa toute la cuisse supérieure aussi près que possible des pieds enracinés, sans interférer. Lorsqu'il eut terminé, la cuisse était couverte, à l'exception de la tache violacée où poussait la poupée vivante. Il prit un flacon carré de whisky dans son armoire. « Buvez, autant que vous pourrez. Vous allez en avoir besoin. » « Merci, mais non. Je veux voir la fin. S'il y a une fin. Je vais opérer. Ça sera rapide et direct. Ça va faire mal. Si ça échoue, je crains qu'il n'y ait plus rien à faire pour vous. Alors, est-ce que vous préférez boire ou prendre un anesthésique? Aucun des deux. Procédez, je vous en prie. Je reviens dans un instant. Il sortit dans le couloir. Un sentiment de vide le saisit, comme si une part fondamentale de lui-même avait été volée à jamais. Près de l'escalier encastré dans le mur se trouvait une boîte d'alarme à incendie, et à côté pendait une hache à manche court, à la lame presque chirurgicalement affûtée. Il la saisit et retourna dans son cabinet. Le patient semblait ni savoir ni se soucier de ce que faisait le médecin, et il n'avait pas touché au whisky. Maintenant, agrippez les côtés de la table, et surtout, tenez bon. Il inclina la table à 45 degrés. La hache avait un bon équilibre, assez légère pour être bien dirigée et suffisamment lourde pour donner à la lame un élan meurtrier. Lorsqu'il essaya la hache dans un arc d'essai, un torrent de roucoulements doux et de gazouillis s'échappa des minuscules lèvres. Un son plus terrible que n'importe quel cri. Elle regardait son hôte avec une extase d'adoration. Sa voix dégoulinait d'amour, un amour rampant, idiot et absolu. Un amour sans demande, sans attente, qui ne réclamait même pas une caresse. Les mains du médecin, si désagréablement chaudes auparavant, étaient froides et moite. Un marteau se mit à frapper à ses tempes. Il abattit la lame. L'acier brillant passa strié de rouge. Il y eut une convulsion du corps sectionné. Peut-être son pied glissa-t-il sur les éclats de verre. Peut-être la petite créature dévia-t-elle le coup. Peut-être l'élan même le déséquilibra-t-il. La lame continua sa course, déchirant blouse et pantalon, et s'enfonça dans la chair près de son propre genou, dans une douleur fulgurante. Il chancela, le bord métallique de la table frappa son front avec un bruit épais et hideux. Il s'affaissa sur le sol, et lorsque son corps retomba en arrière, son crâne heurta le sol avec un bruit sourd. Il faisait très sombre lorsqu'il gémit et se redressa péniblement. Des vagues de nausée et de douleur transformaient sa tête en volcan, et sa jambe brûlait atrocement. Il regarda vers la fenêtre. Une faible lueur des réverbères éclairait l'immeuble d'en face, mais toutes les fenêtres étaient noires. Il devait être minuit passé. Il se traîna jusqu'au mur et actionna l'interrupteur. Le patient avait disparu. Une traînée de petites taches rondes comme du sang séché traversait le sol de la table jusqu'à l'endroit où il avait repris connaissance.
Le tissu de son costume était imbibé et durci autour de la profonde entaille à son genou. Elle se tenait là, dans la plaie. La petite poupée, solidement enracinée, ses minuscules chevilles se fondaient dans ce qui avait été les pieds, eux-mêmes fusionnés à sa chair, et ses yeux le fixaient avidement. Il tendit les mains, saisi par une impulsion terrible de l'arracher. Ses mains hésitèrent, tremblèrent, puis se retirèrent. Il ne pouvait pas imaginer ce que serait de toucher la créature, il ne pouvait s'y résoudre. Il commença à se traîner sur le sol jusqu'à atteindre le tiroir supérieur de son bureau. La Croix du Sud avait progressé régulièrement depuis le matin, la mer avait été calme, la journée chaude. Mais l'occupant de la cabine 39 n'était pas sorti pour les repas de midi ou du soir. Il avait verrouillé sa porte et était resté couché toute la journée, fiévreux, somnolent pendant des heures. Sa jambe gauche était enveloppée de bandages qu'il avait appliqués au cabinet du médecin. Elle était enflée et battait douloureusement. Après la tombée de la nuit, sortit les bandages supplémentaires qu'il avait apportés. Peut-être avait-il trop serré le premier pansement. Avec un canif, il incisa le bandage le long de la cuisse et le souleva délicatement. Une petite figurine, pas encore entièrement formée, poussait hors de la tache violette. La forme d'une femme s'épanouissait, mais avec la pâleur d'un fœtus inachevé. Il était au-delà de l'horreur. Il contempla la petite chose vivante avec une sorte de résolution finale. Il se tourna vers le hublot et regarda les eaux noires. Il lui semblait voir une série infinie de créatures de plus en plus petites, disparaissant seulement au point de l'éternité. Il mesura le hublot du regard, mais ses épaules étaient trop larges. Il enfila le long manteau à ceinture. Il ondulait près du genou, même après qu'il eût boutonné et serré. Un cri, mince, aigu mais étouffé, s'éleva de la forme couverte, surnaturelle, comme la note d'une flûte elfique. Il ouvrit la porte, et un steward passa en hâte. « Tout va bien, monsieur ?»« Parfaitement. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je saurai où vous trouver. »« Très bien. Bonne nuit, monsieur. » Il regarda le steward disparaître au détour du couloir. Une petite promenade, pensa-t-il. Oui, une très courte promenade. Il enfonça profondément les mains dans les poches de son manteau et commença à gravir l'escalier menant au pont découvert.